Comment fêter la 250e édition de Blow Up? Eh bien pourquoi pas en évoquant l'un de nos objets fétiches qui a traversé à peu près toutes nos vidéos depuis maintenant 6 ans, le disque. Car des disques au cinéma il y en a, des disques plutôt récents, dans Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, ou des disques plus anciens, dans Il était une fois en Amérique, des disques en 45 tours dans Only Lovers Left Alive, ou des disques en 33 tours dans Copland, des disques filmés en plan large dans Il faut sauver le soldat Ryan, ou en gros plan dans Inland Empire, des disques pour écouter des chants religieux dans A Serious Man, ou des confessions intimes dans Le mystérieux Docteur Corvo, pour écouter des chansons françaises dans La maman et la putain, ou du rock dans Last Days, pour écouter de l'opéra juste dans Fitzcarraldo, ou de l'opéra faux dans Marguerite, des disques en jukebox dans Bianca, dans Boulevard de la Mort, dans Une femme est une femme, ou dans Ghost. Bref, des disques au cinéma que l'on ne cesse de mettre, et que l'on ne cesse d'enlever, de mettre et d'enlever, encore et encore, de quoi, plus que jamais, faire un petit point sur la question. Let's go. Alors pour commencer, le disque est de fait très présent dans des films sur le monde de la musique, et là un seul exemple entre 1000, la série récente bien nommée Vinyl, produite par Martin Scorsese et Mick Jagger, qui suit l'évolution d'un producteur de disques. Sinon, de nombreuses autres professions sont liées au disque, à commencer par animateur radio. Dans Un frisson dans la nuit, Clint Eastwood programme par exemple un vinyle d'Errol Garner. Dans Good Morning England, Ralph Brown programme du Jimi Hendrix. Et dans Pump Up the Volume, Christian Slater, en animateur pirate, écoute du Leonard Cohen. À part ça, un métier proche, celui de DJ, lequel se produit en concert de nuit, comme Melville Poupeau, dans Un conte de Noël, ou en plein jour, comme les DJ de la French Touch dans Eden. Sinon, on trouve des manieurs de platine plutôt maladroits, en tous les cas au début, dans le restaurant de Soul Kitchen, et des manieurs de platine nettement plus adroits, comme Cut Killer, chez lui, dans La Haine. Mais à part ça, eh bien les disquaires, nombreux dans l'histoire du cinéma. Anna Karina est visiblement peu concernée dans Vivre sa vie. Et Judy Garland. Judy Garland? Non plus. Dorothée est un peu plus concernée dans L'amour en fuite. Et puis il y a, cette fois nettement plus concerné, Sean Parks, de Bon Conseil, dans Human Traffic. Mais le disquaire le plus célèbre de l'histoire du cinéma reste sans doute John Cusack et ses aphorismes bien sentis dans Haute Fidélité. Fetish properties are not unlike porn. I'd feel guilty taking their money if I wasn't, well, kind of one of them. À part ça, certaines rencontres au cinéma se font dans un magasin de disques. Des rencontres d'abord plutôt timides entre Ethan Hawke et Julie Delpy dans Before Sunrise. Yeah. There's even a listening booth over there. Ou des rencontres nettement plus directes dans Orange Mécanique. Enjoying that, are you, my darling? Enfin, les rencontres se font parfois plus dramatiques chez un disquaire, en tous les cas dans le dernier Mission Impossible. Mais encore, eh bien proche du disquaire, le collectionneur. Steve Buscemi, dans Ghost World, détient pas moins de 1578 vinyles, et n'aime pas beaucoup qu'on les déplace même d'1 centimètre. À part ça, Keira Knightley et Steve Carell ne se déplacent jamais sans leur vinyle dans Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Sinon, Romain Duris, dans Paris, fétichise une seule pochette de 45 tours, et pas n'importe laquelle, tout comme Suzy, dans le Moonrise Kingdom de Wes Anderson. This is my favorite record album. My godmother gave it to me for my birthday. She lives in France. Tandis que Jean-Luc Godard, dans Le Signe du Lion d'Éric Rohmer, fétichise lui aussi un seul disque, et en l'occurrence un seul passage qu'il se repasse en boucle. Un peu comme les méchants de L'homme qui en savait trop, mais pour d'autres raisons.
Enfin, on ne compte plus les personnages fétichistes qui parcourent des pochettes de vinyle au cinéma, comme dans Après-mai d'Olivier Assayas, dans Oblivion de Joseph Kosinski, ou encore dans Bibad de Miguel Arteta. Serge Gainsbourg. Sinon, autre sorte de fétichisme, l'attachement au son du disque d'antan, ce que démontre Woody Allen dans nombre de ses génériques de films. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les innombrables rapprochements sentimentaux rythmés par les disques, car pour un rendez-vous amoureux raté, mais pourtant précédé d'un vinyle en cadeau dans Taxi Driver, et pour un fameux lapsus écourtant le flirt entre Delphine Seyrig et Jean-Pierre Léaud dans Baiser volé. Vous aimez la musique, Antoine? Oui, monsieur. Combien d'échanges de regards équivoques accompagnés des craquements du disque au cinéma, par exemple entre Pam Grier et Robert Forster dans Jackie Brown, ou entre Burt Lancaster et Helmut Berger dans Violence et Passion. Così è meglio. Sans oublier la complicité autour d'un disque entre Cate Blanchett et Rooney Mara dans le récent Carol de Todd Haynes. Enfin, hors catégorie, n'oublions pas que l'éphémère rapprochement entre Thierry Lhermitte et Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure se fait sous l'égide d'un petit pick-up. C'est un bon Oslo, hein. C'est excellent, c'est excellent. Le disque est donc bien évidemment une question de flirt, et même une question d'érotisme, et ce n'est pas cette scène entre Maurice Renet et Romy Schneider dans la piscine qui nous contredira. Bref, si on ajoute Tom Cruise, qui a une révélation dans Valkyrie en écoutant un disque de Wagner, et Christian Bell, qui a une révélation dans Equilibrium en écoutant cette fois un disque de Beethoven, si on ajoute les vinyles volés dans un sac dans l'eau froide, et les vinyles volés dans une pochette dans Diva, si on ajoute le disque que l'on offre intact dans Chaîne conjugale, et celui que l'on offre un peu moins intact dans Crazy, mais aussi la pochette fictive d'Inside Llewyn Davis, et la pochette fictive de The Big Lebowski, sans oublier le disque que s'apprête à faire résonner Tim Robbins dans La prison des évadés, et le disque que fait résonner Roberto Benigni dans Le camp de concentration dans La vie est belle, sans oublier enfin le disque de Mozart commenté sobrement dans Vertigo, Wolfgang Amadeus. et le disque de Mozart commenté un peu moins sobrement dans Préparez vos mouchoirs. Petit père Mozart. Pas dégueulasse, hein? On peut dire que le disque est au cinéma partout, surtout si on ajoute William Finlay en danger dans la presse à disque de Phantom of the Paradise, et le miniaturisé Paul Rudd en danger aussi sur une platine dans Ant-Man, mais aussi le vinyle jeté dans Femme au bord de la crise de nerfs, et ceux jetés dans Shaun of the Dead, et enfin le vinyle que met Gene Hackman pour s'exercer au saxophone dans Conversation secrète, et celui que met Julien Lambroschini pour s'exercer à la guitare, enfin presque, dans Le Péril jeune. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti pour la 250e de Blow Up, pour notre traditionnel top 5 subjectif, spécial disque au cinéma. Notre numéro 5, commençons par Presque célèbre de Cameron Crowe, avec, pour le jeune William Miller, la découverte de la musique rock, une découverte tout d'abord visuelle, puis tactile, et enfin auditive.
Notre numéro 4, fétichisme des pochettes de disques encore, avec le générique de fin de Good Morning England de Richard Curtis, véritable hymne au rock et à ses vinyles. Notre numéro 3, Jean-Luc Godard évidemment, pour nous le cinéaste du disque, puisque outre Une femme est une femme et Vivre sa vie déjà cité, eh bien Le Petit Soldat. Vous avez un disque? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Du Bach? À bout de souffle. Le concerto pour clarinette de Mozart. C'est un oui? Et Pierrot le Fou. Et puis dans La Chinoise, une mémorable scène de désamour entre Anne Wiazemski et Jean-Pierre Léaud, accompagnée d'un vinyle. Tu m'aimes, Guillaume? Oui, bien sûr, je t'aime. Parce que moi, j'ai bien réfléchi, je ne t'aime plus. Allez, qu'est-ce qui se passe, Véronique? J'aime plus ton visage, j'aime plus tes yeux, j'aime plus ta bouche. J'aime plus la couleur de tes chandails, puis tu m'ennuies, tu peux pas savoir. Hé, Véronique, qu'est-ce qui se passe? Je ne t'aime plus. Mais je comprends pas. Tu vas comprendre. Véronique! Tu vas comprendre. Véronique, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me dis ça? Je ne t'aime plus, Guillaume. Tu m'empêches de travailler. Tu m'angoisses. L'amour avec toi, c'est beaucoup trop compliqué. Puis je déteste la façon dont tu parles des choses sans même les connaître. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Bon, t'as compris maintenant? Ouais, j'ai compris. Notre numéro 2, Cri a Cuervos de Carlos Saura évidemment, dans lequel la jeune Anna Torrent écoute le 45 tours Porque te vas de Jeannette à 1, 2, 3 reprises. ¿Bailas? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Enfin notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence, Virgin Suicides de Sofia Coppola bien sûr, avec cette question, comment communiquer avec les sœurs Lisbonne interdites de sortie par des parents surprotecteurs? Eh bien en prenant le téléphone et en sortant les 45 tours. 727 8221. Hello, it's me. I've thought about us for a long, long time. Call 727-0487. Too much, but something's wrong.
Shit, it's them. In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go